Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition. Pour les francophones, elle a laissé maintenant pour ses enfants. Il y a une grande différence entre ma sœur et moi. Donc, ma sœur s'est considérée comme une petite fille, ce qui fait que à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à mûrir beaucoup par la responsabilité que j'avais envers ma petite sœur. C'est ça. Très, très bien. Je crois également qu'une enfance à Alexandrie reste toujours une enfance unique, une enfance agréable avec la mer, avec une liberté beaucoup plus considérée que vivre au Caire. Et en plus, Alexandrie est une ville cosmopolite avec plein de nationalités, un carrefour de culture. Est-ce que vous l'avez constaté au cours de votre enfance et votre jeunesse et jusqu'à maintenant, cet aspect de cosmopolite d'Alexandrie? Bien sûr. Évidemment, ce n'est plus le cas ces jours-ci, mais Alexandrie a été toujours, pour moi, pour toutes les Alexandrins de notre génération, c'est la mer. Oui. Là où l'été, on le passait toujours à un endroit qui était un des plus agréables, qui est El Marmoura, que je retiens beaucoup de souvenirs là-bas. Oui. On commençait notre été dès le dernier jour des examens jusqu'au premier jour de retour à l'école. Donc ça, c'est quelque chose d'inoubliable. Et Muntaza et la plupart des coins d'Alexandrie, bien sûr, on voyait toujours des tourismes, on avait des voisins et des amis étrangers. Ils vivaient en Égypte, à Alexandrie, comme c'était vraiment leur ville natale. Oui, Alexandrie a été toujours différent et a un peu plus, n'a pas plus vraiment ce caractère-là comme avant, mais reste toujours différent des autres villes. Et si on continue avec les études à l'université, quel thème ou quel domaine avez-vous choisi pour vos études? Le parcours de mes études vraiment est varié. Et, oui. Ça a commencé avec la faculté des lettres. J'ai étudié lettres modernes, littérature française. Et ça m'a aidé vraiment à avoir, comment dire, un aspect d'analyse de lecture vraie de n'importe quelle situation ou document. Les études en français vraiment ont un plus toujours sur la personnalité, non seulement pour le travail ou pour la carrière. Oui. En continuant mes études, j'ai un peu été hors sujet. En ce moment-là, c'était pas facile, c'était pas vraiment bien prise de la société ni de quelques profs qui étaient assez classiques quand même. Oui. J'ai commencé juste après mes 4 années de licence à étudier et la traduction et la psychologie enfantine parce que j'avais reçu mes enfants et j'étais très intéressée par ce sujet juste pour eux. Donc, j'ai un peu dévié de mon chemin, mais ce qui était vraiment bien, avec lettres modernes, traduction, psychanalyse et pédagogie de l'enfance, ce n'était pas facile. Oui, là, je m'arrête avec cette évolution dans votre carrière et vos études. On peut deviner que vous aimez étudier, vous êtes acharné par la lecture, par la découverte, par la connaissance, et quand même, au fur et à mesure, vous avez choisi des sujets qui sont à la une
de notre vie quotidienne, de notre évolution humaine, la psychanalyse. Puis après également, ça vient une étape très importante, le leadership. Alors là, ce sont deux éléments essentiels qui ont contribué à votre réussite professionnelle. Si la première étape, c'était par raison d'avoir des enfants pour mieux les comprendre par un biais tout à fait scientifique, pour le leadership, comment ça se fait que vous vous êtes intéressé par ce domaine très, très important? Pour répondre à votre question, là, je dois commencer par les 5 ans que j'ai passés en France. Parce que j'ai été boursière du gouvernement égyptien pour l'obtention de mon doctorat. Donc, dès mon installation en France, mon professeur, mon directeur de thèse, bon, la vérité, il a été d'abord quelqu'un de très bien, mais il était impressionné par mon parcours et pour changer plusieurs sujets dès le départ de ma carrière. Donc, c'était par ce biais-là que j'ai commencé à travailler dans un domaine multidisciplinaire. C'était en presque 2001 et le terme même multidisciplinaire n'était pas très connu. J'ai rencontré pas mal de problèmes pour avoir l'acceptation du jury égyptien parce que c'était une thèse de co-tutelle. Donc, j'avais un directeur de thèse aussi égyptien. Et c'est vraiment de ce point-là où je suis partie un peu vers tout le côté. Vers la sociologie, l'interculturalité, à côté de l'aide moderne. Oui. Ce qui a fait que, en soutenant ma thèse, il y avait plusieurs profs parce que c'était une thèse multidisciplinaire. C'était en ce moment-là où j'ai commencé à avoir vraiment très envie de plusieurs connaissances, de lecture. Ben, la vérité, moi, j'aime la science, j'aime apprendre, tout simplement. Je le dis avec toute modestie, je frappe toutes les portes, je suis intéressée par l'information, par la connaissance de tout ce qui est intéressant pour moi. Et ça m'a un peu été au départ fatigant, mais la vérité, enfin, on fait pas. La société a besoin des savants, mais a besoin de quelqu'un qui a une certaine complémentarité pour prendre une décision, pour voir la réalité et toutes les facettes d'un problème, par exemple, pour une prise de décision correcte. Oui. Donc, c'est par là où j'ai commencé à avoir vraiment une connaissance plus, une expérience plus large et plus émancipée. Je m'arrête encore une fois là afin de parler de cette évolution d'études et de carrière. Vous avez commencé avec un thème ou un domaine, on peut dire que c'était ordinaire ou classique, qui est les lettres françaises. Puis, au fur et à mesure, vous êtes passé par plusieurs étapes jusqu'à ce que vous êtes arrivé à un thème qui est vraiment considéré comme secret de la réussite des nations. Hein, pas uniquement de personnes, des individus, qui est la formation de leadership. Ça, c'est un sujet très intéressant et je voudrais savoir comment vous l'avez découvert et au fur et à mesure, pourquoi vous vous êtes intéressé par ce volet. Bon, c'est une bonne question. Pour vous répondre, je dois je dois reprendre de nouveau ma carrière. Oui. Je dois avoir recours à la période où je travaillais vice-ministre du ministre de l'Éducation. C'était Dr Mahmoud Abou Nasr. Je suis restée 1 an à travailler dans le gouvernement. Cette expérience a été vraiment assez spéciale. Assez spéciale parce que j'ai commencé à travailler dans un secteur public, un des secteurs publics les plus difficiles, compliqués, plein de problèmes.
j'ai constaté quand même pas mal de problèmes de gouvernance et de leadership au niveau des responsables, que ce soit en top ou que ce soit en ligne d'employés. Oui. Une fois que l'année est passée, je suis retournée à l'Académie arabe, que je dis toujours ma maison, et à l'aide vraiment de la proposition du président de l'Académie, professeur Ismail Abdelghaffar, on a décidé de fonder l'Institut de leadership et j'étais la fondatrice de l'Institut. C'était juste parce que l'expérience que j'ai eue en général avec plusieurs responsables et en particulier au sein d'un ministre, d'un ministère qui est vraiment une des plus compliquées de l'Égypte, j'ai constaté vraiment le manque de préparation managérielle et de gouvernance pour les responsables. C'est-à-dire la procédure, par exemple, de nomination d'un employé, les entraînements et les activités qu'il peut avoir pour avoir une promotion, ça nécessitait vraiment un travail. Donc, c'est ça qui m'a vraiment incité. Pour avoir un bon leader, non seulement il doit posséder les compétences et également la connaissance, mais également il doit avoir une vision. Selon vous, comment peut-on vraiment avoir ce genre de leader partout, hein, que ce soit dans le secteur public ou privé, qui possède une vision et qui aide l'équipe à réussir? Parce que des fois, on rencontre des personnes, des individus, je ne veux pas dire égoïstes, mais qui veulent vraiment récupérer toute la réussite. Comment inciter ces gens à avoir cet esprit de partage et d'aider à réussir toute l'équipe et le travail de toute l'équipe? Vraiment, vous venez de le dire maintenant, l'esprit de partage. Je dis pas ça de la part de mon expérience, mais plutôt de ma connaissance et de mes lectures. C'est une science. Le leadership actuellement a une notion et une définition totalement différente qu'avant. Le leadership, c'est tout simplement la bonne communication avec l'équipe. Parce que le leader, c'est pas lui, c'est pas ses mains qui fait le vrai travail. Ce sont les autres. Donc, ces autres-là, quand ils sont vraiment écoutés, bien guidés, qu'ils aient connaissance des vrais objectifs de leur leader, donc ce leader-là, il doit vraiment agir avec le groupe. C'est actuellement l'aspect le plus important du leadership. Oui. Évidemment, il y a la motivation de la personne et la motivation de l'équipe. Il y a, on dit aussi la passion. Lorsqu'on aime quelque chose, on fait, on agit, on peut surmonter tous les obstacles. Il y a pas mal d'éléments à énumérer pour parler d'un bon leader du XXIe siècle. Mais là, je mets vraiment le cadre sur l'écoute des autres et la bonne communication et la motivation du leader lui-même et de son entourage. Il y a évidemment beaucoup de compétences, ce qu'on appelle le hard skills, les compétences de la tâche qu'il fait. S'il est par exemple un pharmacien, il doit avoir vraiment les compétences de son métier. S'il était un prof, mais en général, tout ce qui est soft skills, c'est vraiment le plus important. Et à la tête maintenant de tout cela,
La technologie. C'est vraiment, on doit faire attention à ça parce que ça évolue trop vite. Oui, alors ça reste un défi et un atout, la nouvelle technologie, puisque grâce à cette nouvelle technologie, on a pu vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Mais quand même, comme vous l'avez mentionné, ça reste un défi, non seulement apprendre, mais également avoir l'expertise. Exactement. Je passe à une autre facette de votre vie. La réussite professionnelle également était reflétée sur votre vie en général. Et notre programme au féminin s'intéresse également à savoir les secrets de femmes qui ont réussi leur vie comme vous, à comment faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Fonder une famille, avoir des enfants et en même temps avoir une carrière, ça reste une tâche difficile. Selon vous, comment, basé sur votre expérience personnelle, vous avez su faire cet équilibre et réussir ces deux défis? Ah, ça c'est assez spécial comme question. C'est très difficile. La vérité, c'est vraiment très difficile. Parce que pour une femme, la première mission qu'elle a ou qu'elle peut vraiment faire, c'est être mère. Oui. C'est par instinct. Donc, à côté de cela, pour vraiment réussir une carrière et travailler hors la maison ou dans les murs de la maison, ça demande un certain balance qui est toujours difficile. C'est toujours en faveur de quelque chose. C'est vraiment pas facile. C'est en faveur de sa santé, c'est en faveur de son plaisir personnel ou de ses rêves personnels, parce que non seulement je suis mère, mais je suis femme. Je suis un être humain qui peut avoir des rêves non seulement professionnels, mais je peux avoir des rêves simples dans la vie que je veux réaliser. Donc, il faut sacrifier quelque chose. Voilà, c'est difficile, mais c'est ça. Oui, sacrifier également peut-être faire le bon choix, ça veut dire que chaque période ou chaque phase a besoin ou mérite un choix différent? Exactement. C'est-à-dire, au départ, une femme, c'est une mère. Elle devrait être dévouée à ses enfants parce que c'est là où se concentre vraiment toute l'éducation dans la période préscolaire. L'éducation, la formation de la personnalité des enfants plutôt. Oui. Après cela, il y a des doses bien équilibrées qu'une mère ou une femme peut donner à sa famille et à côté à sa carrière. C'est faisable, ça se fait, mais ce balance a des moments vraiment difficiles par laquelle elle passe, pour éviter que ses enfants reconnaissent une certaine absence, tout simplement. Donc, c'est tout simplement un balance difficile à faire avec le bon Dieu, fadl min Allah, on arrive à faire les deux. Et également, comme femme, une expérience de vivre à l'étranger pour quelques années, ça peut être également une expérience tout à fait unique et qui mérite des préparations personnelles pour vivre ou s'intégrer dans une société qui est tout à fait différente de la nôtre. Parlez-moi également de cette phase. Comment vous vous êtes préparé, comment vous avez trouvé la société française et également la chose la plus importante, la question que je pose toujours à mes invités, c'est que en
allant vivre à l'étranger, quelle était la raison la plus importante qui vous a poussé à retourner encore une fois en Égypte? Voilà, c'est la question la plus intéressante pour moi, je l'attendais ça. Donc, pour répondre à la première partie de votre question, je n'avais pas besoin d'une préparation. Moi, je suis née dans une famille francophone. Je maîtrisais la langue depuis que j'étais à l'école jusqu'à la fin de mes études universitaires. Oui. Donc, la culture française, elle y était déjà. Vivre et s'intégrer, là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Parce que c'est assez compliqué. Je suis une femme égyptienne musulmane, d'accord? Vivre à l'étranger. Soit je m'enferme sur moi-même et je garde mes traditions, mes mœurs, mes habitudes. Et dans ce cas-là, j'apprends rien. Je n'ai plus la possibilité d'émanciper ou de se développer, ni pour moi, ni pour mes enfants. Ou soit, on fait la part des choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir vraiment l'intermédiaire de tout. La vie en France n'était pas facile du tout. Au départ, je suis avec mes deux filles qui avaient 6 et 8 ans, seules. Je préparais ma thèse de doctorat. J'ai eu la chance de travailler à l'université où je me suis été inscrite pour ma thèse de doctorat, donc je travaillais à côté. Je faisais de la traduction à une chaîne française, à France 3, dans une émission qui s'appelait Méditerranée, qui était très intéressante. Je faisais une traduction simultanée. Donc, cette sortie des portes de la maison d'une Égyptienne avec ses deux filles vers les grandes portes de la culture française, de la civilisation, c'est autre chose. Oui, alors l'Égypte reste unique, reste au carrefour de toutes ces cultures et de toutes ces civilisations et reflète également une identité unique, comme vous l'avez mentionné. Docteur Hanan Gouda, vraiment, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé ces moments de réussite et de réflexion. Mille merci. Je tiens également à mentionner que vous êtes professeur associé doyen de l'Institut de leadership à l'Académie arabe, fondatrice même de cet Institut de leadership. C'est moi qui vous remercie vraiment, chère Mona, ça a été très intéressant. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Dr Hanan Gouda. Grâce à la nouvelle technologie, on a pu avoir cette rencontre très intéressante avec elle, un modèle au féminin de la réussite, également de bons choix et de résistance et de persévérance. Je vous remercie infiniment. À la prochaine édition au féminin.